Mathieu Vallet, parlons de ce qui préoccupe vraiment les Français, en tout cas l'une des préoccupations principales, à savoir les prix à la pompe qui sont forcément à la hausse en raison de la guerre au Moyen-Orient. Écoutez ce qu'a dit ce matin Marine Le Pen, chef de file des députés RN, qui a fustigé les recettes indues d'un État profiteur de crise. Et vous vous expliquerez juste après. Au moment où on se parle, l'État fait des recettes indues en réalité. L'État obtient des financements supplémentaires par rapport à ce que le budget a prévu précisément parce que l'augmentation du prix entraîne l'augmentation corrélative des taxes. Donc l'État se comportant comme un profiteur de crise, compte tenu de l'angoisse dans laquelle cette augmentation plonge les Français, c'est pas admissible. Donc il faut trouver évidemment des solutions, non pas pour dégrader le budget de l'État, mais pour qu'au moins il ne se comporte pas comme un profiteur de crise. C'est grave quand même, profiteur de crise, Mathieu Vallet. Les pompes à la station essence sont devenues des pompes à fric pour l'État, c'est une réalité. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous allez mettre de l'essence ou du gazole, l'essence, moi j'ai un véhicule à essence, ça dépend des stations d'ailleurs, c'est un petit peu au bonheur la chance. À Paris Intramuros, ça peut monter jusqu'à 2,30, 2,40 le litre. Dans d'autres stations de province, et encore, ça peut être 2 € le litre. Vous avez entre 55 et 60%, donc sur la moitié du prix, qui sont soit des taxes ou de la TVA, ou les deux. Soit la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, c'est la taxe des carburants, la TICPE, ou la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée que connaît tous, qu'on paye évidemment tous sur tous les produits. Donc oui, aujourd'hui, il faut baisser les taxes parce que l'automobiliste est étranglé et parce que de nombreux Français, pour aller travailler, pour aller faire les courses, pour aller voir leur famille, ont besoin de leur voiture. On peut pas prendre en otage des usagers de la route parce qu'il y a une crise à l'international. Il faut prendre des mesures et le gouvernement, encore une fois, est spectateur. Je me rappelle, en 2018, des gilets jaunes qui étaient montés au créneau pour le litre qui monterait à 50. Là, on est quasiment à 40 à 60% en plus. Donc évidemment que c'est inquiétant et que nous, on propose de baisser les taxes. Alors, Prisca Thévenot, qui était à votre place Je l'ai croisé, ouais. Oui, voilà, il y a quelques instants à peine, sur cette même question, disait que votre idée de baisser les taxes que vous venez de nous expliquer était une fausse bonne idée, que c'était même quasiment un mensonge pour les Français, parce que si les cours du brut du pétrole continuaient d'augmenter, on avait beau baisser les taxes, les fluctuations faisaient que le prix allait quand même augmenter. Oui, mais Mme Thévenot, elle propose quoi, à part à chaque fois décrier les propositions de l'opposition? Donc moi, je veux bien qu'elle soit commentatrice, mais elle fait partie d'un mouvement politique qui est aux manettes et aux responsabilités depuis 8 ans. Donc qu'est-ce qu'elle propose, Mme Thévenot? Nous, on essaye d'être constructif, on a demandé à ce que la production en France, en tout cas nos réserves, soient utilisées pour éviter cette augmentation. On a proposé de baisser les taxes. Au bout d'un moment, nous, on fait des propositions concrètes, applicables. Et d'ailleurs, je rappelle que la TVA qu'on souhaite baisser sur les produits énergétiques, mais au même titre que le fuel, le gazole, l'essence, l'énergie, comme par exemple l'électricité ou le gaz, c'est des propositions qu'on fait depuis longtemps. On va même plus loin. On demande à sortir des règles du marché européen de l'électricité, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal, avec un rabais de 30% sur les factures d'électricité. C'est pas rien. Quand on voit que quand on obtient 5 ou 10%, c'est déjà bien. Là, on pourrait obtenir le double, voire le triple. Mais que répondez-vous alors au gouverneur de la Banque de France qui dit mais on n'a plus l'argent, on n'a plus les moyens. Vous parlez de quel gouverneur? Celui qui quitte son poste pour permettre à M. Macron de nommer encore un copain. Pardon, mais le gouverneur de la Banque de France... mais il y a une réalité des comptes publics. J'aurais aimé l'entendre quand M. Macron claquait l'argent par les fenêtres. On est à plus de 3400 milliards d'euros de dette. J'aurais aimé qu'il s'offusque et qu'il s'agite un peu plus quand il fallait dénoncer cette gabegie financière. Au moment du quoi qu'il en coûte. Ah bah oui, même le bouclier énergétique. Vous savez que le bouclier énergétique, il a été temporaire, il n'a pas profité à tout le monde. Pendant le Covid, les partis non plus pendant le Covid. Non, mais nous on avait dit que nous on avait dit, mais pardon, je n'étais pas encore en politique, mais nous on avait dit que notre parti en tout cas avait dit, moi j'ai bon souvenir, que ce bouclier énergétique c'était du flan et qu'il fallait réellement agir sur les prix par les propositions que je viens de vous faire, par la baisse de la TVA, par les règles du marché européen d'électricité dans lequel il faut sortir, par la production du parc nucléaire français que M. Macron a arrêté. Je pense par exemple à Fessenheim. Bref, c'est toute une politique énergétique qu'il faut mettre en place. Pas simplement quand il y a des crises ou quand on se rend compte qu'on a fait des conneries, qu'on revient quelques années après parce qu'on s'est dit on a eu du retard à l'allumage, quoi. Par exemple, pour vous là on peut baisser les taxes, on n'aura pas de attendez, pour aider les Français. non mais il y a des cadeaux fiscaux et des cadeaux qui ont été faits au Parti Socialiste pour pouvoir maintenir un gouvernement et ne pas subir la censure. On peut pas baisser les taxes des honnêtes gens qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Enfin, je comprends pas. On peut donner une prime d'activité, on peut permettre de dépenser l'argent par-ci par-là pour des résultats néants aussi, avec une dette qui augmente, et on peut pas permettre aux gens d'avoir le prix du gazole ou de l'essence qui sont moins chers à la pompe. C'est des choix politiques, hein.
Et les recettes, nous, on les a déjà proposées. Je ne vais pas vous faire ici la longue liste de Vercingétorix sur ce qu'on pourrait faire ou pas faire, mais en tout cas, vous le savez, moi je peux la refaire, hein, sur les étrangers, notamment les allocations, sur le coût de l'immigration, sur aussi, par exemple, parlons d'énergie, par exemple sur le photovoltaïque ou sur les énergies alternatives. C'est 7 milliards à 8 milliards d'euros qu'on pourrait économiser. On pourrait, au lieu d'installer des éoliennes ou des photovoltaïques, on pourrait utiliser cet argent pour faire baisser le prix à la pompe. Alors, pour tout ça, ça nécessite aussi que vous soyez au pouvoir. C'est l'objectif que vous avez en 2027. Voilà, en 2027. Donc, on va ouvrir ce chapitre-là, si vous le voulez bien. Et pour cela, il faut aussi tirer les leçons des municipales et de scrutin de dimanche. On va commencer, d'ailleurs, par l'abstention quand même. On en parle assez peu. Or, et vous l'avez à juste titre rappelé, Mathieu Vallet, c'est le premier parti de France. Qu'est-ce que cela dit aussi? Ça veut dire peut-être que les offres, les propositions à la fois des projets et à la fois du personnel politique ne satisfont pas les Français. Non, mais ceux qui s'abstiennent, quand on parle avec eux et qui nous le disent, tout le monde ne le dit pas et l'assume pas publiquement, c'est leur droit, ils nous expliquent que c'est qu'ils n'y croient plus. Les abstentionnistes aujourd'hui, c'est les gens qui n'y croient plus, peut-être qu'ils n'y croient plus parce qu'ils en ont eu marre des promesses sans lendemain, ils en ont eu marre d'avoir des discours politiques creux et qui conduisent pas à la réalité du pays, ou en tout cas l'absence de décisions courageuses pour redresser le pays. Moi, je me suis engagé en politique dans un mouvement dont j'estime que c'est le dernier mouvement qui peut être utile à la France, parce que j'étais pas obligé de m'engager en politique, j'aurais pu rester fonctionnaire de police. Donc la réalité, c'est que oui, je crois aux propositions évidemment qu'on formule, et nous on propose un vrai Big Bang sur tous les sujets. Je vous l'ai dit sur l'énergie, je vous l'ai dit sur la sécurité. Donc, est-ce que vous pensez que le RN incarne encore ce vote contestataire ? Mais nous, on veut pas simplement qu'il y ait une contestation, on veut que cette contestation elle se transforme en adhésion, et c'est ce qui est en train de se passer. On a 70... Ça n'empêche pas l'abstention. Non, mais on a augmenté le nombre de mairies qui ont été élues grâce à la confiance des Français. D'abord, je note que sur les 23 mairies qui ont été élues dès le premier tour, par exemple Hénin-Beaumont, par exemple Beaucaire, par exemple Perpignan, pour citer que ces mairies-là, ou encore Bruay-la-Bussière, on a été dans nos mairies réélus dès le premier tour. C'est que les gens sont convaincus et sont satisfaits de l'action des maires du Rassemblement national. Et en plus, on a eu d'autres mairies. On a eu Menton, on a eu Nice, on a eu les grandes villes. Nice, c'est une grande ville, c'est la 5e de France. Voilà. Mais c'est un allié, c'est l'UDR, c'est Éric Ciotti. On nous expliquait que les alliances servaient à rien et que M. Ciotti était bien seul. Donc, comme quoi, non, mais ça a par fonctionné. exemple, Toulon, vous n'avez pas réussi à convaincre. Alors, Lens avec Bruno Clavet, mais aussi Marseille avec Franck Alizio, même Laure Lavalette à Toulon, ça s'est joué à des centaines de voix. Ça s'est pas joué Non mais bien sûr, non mais ça veut dire que il faut rien lâcher, il faut qu'on continue à convaincre, à faire du terrain et à faire en sorte qu'aux prochaines élections, on puisse remporter ces villes. Mathieu Vallet, est-ce que le RN peut gagner seul ? On n'est pas seul, vous l'avez dit, M. Ciotti. Oui, mais peut-être que Nice est un cas particulier et que la personnalité d'Éric Ciotti est un cas particulier mais non, mais à Brie-Comte-Robert... Parce que votre main tendue à la droite, elle n'a pas été prise. Ça dépend où, parce qu'à Brie-Comte-Robert, en Seine-et-Marne, ou encore à Reims, dans la Marne, les LR sont venus fusionner avec nos listes pour faire face à la gauche et à l'extrême gauche. Mais vous avez raison, c'est une minorité, mais il faut demander à Bruno Retailleau pourquoi, à Nîmes, par exemple, ils ont livré la mairie aux communistes face à Julien Sanchez qui pouvait la remporter. Mathieu Vallet, écoutez Franck Alizio, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, qui a critiqué, comme vous le faites, la stratégie de Bruno Retailleau. C'était ce matin sur Sud Radio. Le Nini, c'était intéressant, c'était sympa quand j'étais à l'UMP il y a 20 ans. Maintenant, le Nini, c'est complètement dépassé. Vous avez quitté l'UMP. Il n'y a pas de Nini. Nicolas Sarkozy lui-même dit qu'à un moment donné, il faut s'entendre, il faut travailler ensemble. Il le dit subtilement, il le dit diplomatiquement, mais il le dit. Monsieur Retailleau parle comme il y a 20 ans. Il fait perdre du temps à la France, il fait perdre du temps aux Français, et le temps en ce moment est précieux. Donc, je repose ma question. Est-ce que vous pouvez gagner sans convaincre la droite ? Mais écoutez, ils ont mis un photocopieur dans notre parti sur toutes les idées. Le référendum sur l'immigration, les peines planchées, les peines minimales, la présomption de légitime défense. Donc j'ai même pas besoin de convaincre qui que ce soit que nos idées portées par Marine Le Pen et Jordan Bardella sont celles que partagent les Républicains. À l'Assemblée nationale, par exemple, sur la dénonciation des accords de l'Algérie, les LR ont voté pour, même Horizon. Donc vous voyez que quand on est meneur, quand on est leader sur ces sujets-là, tout le monde nous suit. Et je comprends pas que dans certaines mairies où on a défendu l'armement de la police municipale, où on a défendu la défense de nos traditions, on a défendu le bio et l'agriculture française dans nos cantines, où on a défendu la défense du commerce traditionnel et de nos commerçants artisans qui n'en peuvent plus, les Républicains ne nous aient pas rejoints. À Nîmes, pardon de vous le dire, mais Julien Sanchez, la mairie s'est jouée à un mouchoir de poche. On aurait pu remporter cette mairie si les Républicains n'avaient pas été lâches. Et là, on a des communistes, on a des cocos, donc on a des rouges qui ont pris la tête de la mairie. Et dès le soir même de leur élection, c'était des chants antifascistes, c'était des drapeaux palestiniens. Ils n'ont pas leur cœur qui saigne, ces patriotes de droite de M. Retailleau, quand ils voient finalement l'extrême gauche chapper notre démocratie, notre
notre République, nos valeurs, nos principes et ses emblèmes. Ils préfèrent brader leurs valeurs est-ce qu'à l'inverse, vous auriez pu plutôt parfois que vous défendre un désister candidat pour unique de faire l'Assemblée gagner nationale. Est-ce que vous auriez pu vous désister pour faire gagner des listes emmenées par les Républicains? Mais nous, on n'a même pas demandé à ce qu'ils se désistent, on a demandé même à fusionner. On respecte Mais sans les la fusion, électeurs. se désister. Est-ce Vous que ça parlez de quoi aurait été possible? dans les zones où il y avait un péril Oui. d'extrême gauche, mais bien sûr que on le fait. Mais pardon de vous le dire, mais par exemple sur des villes, j'entendais comme Alexandre Nikolic qui s'est présenté courageusement à Tours, il a proposé à son concurrent de droite de fusionner avec lui. Il n'a pas voulu. Donc je suis désolé, on n'est pas des mendiants, on va pas faire l'aumône et on va pas faire pitcher pour qu'on ait des gens qui sont pas convaincus. Visiblement, l'intérêt des Français doit passer avant leur intérêt de parti politique. Est-ce que pour 2027, vous redoutez ce barrage républicain? Non mais moi j'en ai marre des castors. Quand j'étais petit, il y avait Père Castor, raconte-moi une histoire. Les histoires de barrages républicains, les histoires d'extrémistes, c'est bon. S'ils ont plus que ça comme argument, c'est bien faiblard et c'est bien triste. Je crois que ça saoule les Français, ça saoule tout le monde. Tant qu'on parle de ça, on parle pas d'autre chose, comme dirait ma mère. Donc au bout d'un moment, il faut parler des vrais sujets. La sécurité, le pouvoir d'achat, le contexte international aussi, c'est vrai, mais aussi ce qui préoccupe les Français du quotidien. Combien ils vont payer leur litre d'essence à la pompe, comment ils vont pouvoir se chauffer lorsqu'on est encore dans une période où le froid va revenir, comment ils peuvent remplir le caddie à la sortie de la caisse, etc. Mais tout ça, c'est des sujets qui les intéressent. Moi, je suis désolé, à chaque fois que je tombe sur des gens qui bégayent en face de moi, c'est qu'ils ont plus d'idées, donc ils vont sur l'extrémisme, sur ce qu'ils veulent, alors que moi, ils sont tombés sur le mauvais client. La République, je l'ai défendue pendant 20 ans. C'est sûr que la plupart des contradicteurs, ils ont laissé leur cul assis sur une chaise. Moi, j'étais dehors. J'étais dehors à combattre les voyous pour protéger les honnêtes gens. Donc, je supporte plus qu'on nous dise qu'on est extrémiste. Monsieur Alizot, il vient de l'UMP. Qu'est-ce qu'il y a d'extrémiste? Il a jamais été condamné par la justice pour des propos outranciers, pour des injures, pour du racisme. Et pareil pour Marine Le Pen et Jordan Bardella. Donc au bout d'un moment, ces arguments de bas étage, c'est bon. Enfin moi ça me saoule qu'on parle des vrais sujets quoi. Enfin c'est hallucinant. Les LR, ils font croire que c'est les meilleurs, les plus beaux, les plus forts. Ils ont fait moins de 5% à la présidentielle. Donc honnêtement, M. Retailleau, il veut faire moins de 5%. Qui veut encore laisser la gauche et l'extrême gauche. On l'a vu avec Mme Dati à Paris. Je suis désolée, je dois rendre l'antenne. Merci.